Bonjour, ici Valérie Borde, fondatrice du Centre Déclic et journaliste au magazine L'Actualité. Je suis aujourd'hui avec Yves Fréry. Bonjour Yves. Bonjour. Nous allons vous présenter une conférence, la première partie d'une conférence en fait, on va parler des menaces sur les lacs. Cette conférence, elle est organisée par le Centre Déclic qui organise donc des conférences, habituellement des rencontres en personne entre des scientifiques et la population et qui est soutenu principalement par les fonds de recherche du Québec, et le GRIL, qui est donc le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, dont on va vous parler plus longuement aujourd'hui, puisque Yves en a été un des directeurs. Donc, je vous présente tout de suite Yves Fréry. Bonjour Yves. Alors, Bonjour. Yves est né à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est vraiment passionné de sciences depuis l'enfance. Il est tombé dans l'eau, on va dire, dans les questions d'eau au moment du bac, ce qui ne l'occupe quand même pas à plein temps, puisque comme vous le voyez, il est aussi flûtiste et choriste à l'Orchestre métropolitain. Yves a fait son bac et son doctorat à McGill, son postdoctorat en Allemagne. Il est professeur à l'UQAM depuis 1988 et il a été directeur du GRIL dont on va parler pendant 8 ans. Il a aussi voyagé à beaucoup d'endroits dans le monde. Yves, parmi tous les lacs que vous avez croisés dans votre vie, si je vous demandais votre préféré, ce serait quoi? Hmm. Ça, c'est une question délicate. C'est comme nous demander lequel de nos enfants est le préféré dans une famille. Pour moi, c'est un peu comme ça. Je dirais ça dépend de quel point de vue. Si on pense quel est mon lac préféré dans les environs d'ici, ça serait probablement un lac dans l'Estrie qu'on appelle le lac Bowker. Je pense que j'en ai une photo d'ailleurs un peu plus tard. Mais si on parle de lacs majestueux un peu partout dans le monde, là, j'en ai vraiment plusieurs de mes préférés. D'accord, donc plein de lacs intéressants. Avant de plonger dans les menaces qui pèsent sur nos lacs dans notre prochain webinaire, on va prendre le temps aujourd'hui de bien comprendre ce que c'est un lac, parce que ça semble peut-être idiot, mais vous allez voir, c'est pas si évident que ça. D'abord, on pourrait dire évidemment un lac, c'est comme un trou avec de l'eau dedans, mais c'est pas mal plus compliqué que ça. D'abord, Yves, si on met un chapeau de géologue, on peut déjà dire qu'il y a toutes sortes de trous. Absolument. Il y a toutes sortes d'origines. Les lacs sont d'origines diverses. Ici au Québec, la quasi-totalité de nos lacs sont d'origine glaciaire. Mais dans le monde aussi, ça correspond à peu près aux 2 tiers de tous les lacs du monde sont aussi d'origine glaciaire. Beaucoup sont allongés, ils occupent d'anciennes vallées glaciaires et ils sont souvent dans une orientation nord-sud. Là, vous voyez en haut à gauche le lac Memphremagog qui a vraiment cette forme allongée. D'ailleurs, on voit sur cette photo un de mes sites d'échantillonnage lorsque j'ai fait mon doctorat il y a 35 ans. Mais il y a aussi toutes sortes de lacs, de lacs tectoniques qui occupent une dépression formée par une faille géologique, c'est-à-dire un genre de cassure dans le croûte terrestre. Le lac Témiscamingue en est un exemple de ça. La falaise qui borde la rive est est la signature vraiment d'une faille géologique. Il y a aussi des lacs volcaniques qui occupent le fond des cratères. Il n'y en a pas vraiment au Québec, mais on peut donner des exemples des lacs de volcans comme en Indonésie, le lac Kilimutu. Puis il y a aussi des lacs qui sont issus de l'impact de météorites, ce sont des cratères. On en a un très bel exemple au Nunavik avec le lac Pingalwit qu'on voit ici en bas à gauche. Et ce lac-là peut faire 200 ou 300 mètres de profond. C'est un lac très profond. Et il y a aussi ce qu'on appelle des mares ou des petits lacs thermokarstiques qu'on voit en bas à droite et qui résultent du dégel du pergélisol qui creuse une cuvette et qui se remplit de l'eau de fonte, en fait. D'accord, donc toutes sortes de lacs différents, de trous, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, dans les lacs, il n'y a pas que de l'eau. Si on met notre chapeau de biologiste, un lac, c'est un écosystème dans lequel évoluent des êtres vivants et ça grouille de vie, un lac. Absolument. L'eau est essentielle à la vie, on le sait, et les milieux humides, comme les lacs, abritent un grand nombre d'espèces vivantes au Québec, on pourrait dire une majorité. C'est comme des aimants à biodiversité, si on veut.
Spontanément, lorsqu'on pense à des lacs, on pense surtout aux poissons, mais il y a aussi des mollusques, des moules, des crustacés comme des petites crevettes, des amphibiens, des tortues, des insectes, des oiseaux comme les canards, mais il y a aussi toutes sortes d'espèces comme les qui pêchent, là, donc qui utilisent les lacs comme les balbuzards ou les martins pêcheurs. Et dans les lacs, il y a aussi toutes les plantes aquatiques, comme les plantes terrestres qui ont des racines, ce qui est très différent des algues. Et d'ailleurs, on entend souvent cette confusion-là. Là. Les gens parlent d'algues, mais dans le fond, ce sont des plantes enracinées, des plantes aquatiques qui ne sont pas vraiment des algues. Mais il y a quand même aussi des algues, mais ce ne sont pas ces plantes avec des feuilles et des racines. C'est plutôt des micro-algues en suspension dans l'eau et ce qu'on appelle globalement le phytoplancton. Mais il y a aussi d'autres organismes comme le zooplancton, des petits copépodes qu'on appelle. Et évidemment, il y a vraiment un nombre incroyable de bactéries. Alors, dans l'exemple de la diapo, une tasse d'eau de lac moyen, si on veut, va contenir typiquement 1 milliard de bactéries et va aussi contenir peut-être 5 à 10 milliards de virus dans cette même tasse d'eau, ce qui est énorme. Évidemment, ce ne sont pas des pathogènes humains, mais c'est des organismes qui sont quand même essentiels au fonctionnement des lacs. D'accord, oui. Donc toutes ces formes de vie, hein, tous ces êtres vivants, ils sont dépendants les uns des autres. Ils sont dépendants aussi des conditions qui règnent dans leur milieu de vie. Si on regarde juste qui mange qui, ça peut déjà devenir extrêmement compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle en termes savants un réseau trophique. Alors, comment ça fonctionne? Alors, un réseau trophique, c'est comme la compilation de toutes les chaînes alimentaires qu'on va retrouver dans un écosystème comme le lac. Donc, par exemple, on peut regarder la chaîne alimentaire qui conduit au poisson que vous avez pêché et dégusté, qui est représentée par la flèche rouge qu'il y a ici. Donc, ça commence avec des organismes capables de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire d'utiliser l'énergie du soleil pour faire de la matière organique. Le phytoplancton, les algues se multiplient grâce à cette photosynthèse-là qui serviront de repas aux herbivores comme les têtards ou les jeunes poissons, qui eux-mêmes seront peut-être mangés par des poissons plus gros qui finiront dans nos assiettes. Ce que vous voyez à droite, c'est une représentation d'un réseau trophique tel qu'établi par des chercheurs pour un lac particulier. Alors ça, c'est le réseau trophique d'un seul lac. Et en fait, on pourrait sans doute le mettre plus compliqué que ça. Et juste pour vous donner aussi une idée de la complexité et des multiples liens qui existent dans un réseau trophique, on peut même concevoir que les poissons, en quelque part, sont composés de bois. Oui, du bois, donc du bois comme des arbres, parce qu'en effet, les bactéries vont se nourrir de matière organique qui ultimement vient de la forêt. Et ces bactéries-là sont à leur tour consommées par le plancton et ainsi montent le réseau trophique jusqu'aux poissons en haut. D'accord. Donc, si pour une raison ou pour une autre, les conditions de vie changent et certaines espèces disparaissent, ça peut avoir des conséquences, toutes sortes de conséquences inattendues parce que justement, tout est relié à tout. D'accord, oui. Et justement, alors maintenant, si on met un peu notre chapeau de physico-chimiste, hein, on peut considérer qu'un lac est comme une espèce de réacteur, en fait, dans lequel il y a toutes sortes de phénomènes qui se déroulent en permanence. On va commencer par parler de l'oxygène qu'on ne voit pas, mais qui est bien là, et de la température, de la transparence de l'eau. Ces trois éléments-là, c'est vraiment des gros influenceurs, hein, on pourrait dire, dans un lac. Absolument. Tout le monde sait qu'il y a de l'oxygène dans l'air, mais il y en a aussi dans l'eau. Et il se crée une espèce d'équilibre entre l'air qu'il y a dans l'atmosphère, l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère et l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Comme nous, les poissons ont besoin d'oxygène pour respirer et tous les organismes plus petits aussi. Et deux phénomènes principaux apportent de l'oxygène au lac. D'abord, il y a le vent, parce que le vent va accélérer l'échange qu'il y a entre l'atmosphère et l'eau, D'accord. l'échange d'oxygène entre l'atmosphère et l'eau. Donc, le vent qui brasse la surface favorise, si on veut, cet échange-là, tout comme lorsqu'on remue notre café pour mieux dissoudre le sucre qu'on met dedans.
Et de l'autre côté, il y a aussi toutes les plantes aquatiques, les algues et certaines bactéries qui font de la photosynthèse à partir de la lumière. Et ce phénomène de photosynthèse, en fait, rejette de l'oxygène dans l'eau. Donc, il y a souvent plus d'oxygène à la surface de l'eau parce qu'il y a évidemment cette photosynthèse et moins d'oxygène dans le fond. Mais tous les lacs n'ont pas le même taux d'oxygène. Particulièrement, il y a d'énormes différences entre ce qui se passe à la surface et ce qui se passe en profondeur. Si vous vous êtes déjà baigné dans un lac, on sait que la couche de surface peut être très chaude. Et si vous plongez, soudainement, l'eau peut devenir extrêmement froide très, très rapidement. Dans un lac l'été, en tout cas dans la plupart des lacs du Québec l'été. Et ces deux couches-là sont séparées, si on veut, par ce qu'on appelle des différences de densité qui sont liées à la température. Et elles se mélangent très, très peu. Il y a très peu d'échanges entre la couche de surface et la couche en profondeur. C'est un peu comme si on mettait une énorme pellicule plastique à l'horizontale au milieu du lac et il y a très peu d'échanges. Alors, à cause de ça, dans les couches plus profondes, il va y avoir de la respiration qui va se faire par tous les organismes qui s'y trouvent, qui vont consommer de l'oxygène. Donc, au fil du temps, dans l'été, les eaux profondes vont devenir de moins en moins oxygénées et dans certains cas deviennent complètement dépourvues en oxygène. Outre l'oxygène, hein, il y a plusieurs éléments chimiques importants qu'un lac échange avec l'air, avec le milieu environnant, avec les animaux aussi, les êtres vivants, les animaux et les plantes qui s'y trouvent. On s'en rend pas compte, hein, mais il y a de l'action en permanence. C'est ce qu'on appelle un peu les cycles biogéochimiques. Pouvez-vous nous expliquer aussi comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Tous les organismes vivants ont besoin pour vivre de recevoir des éléments nutritifs, mais aussi d'autres éléments comme l'oxygène qu'on parlait. Ben, il y a le carbone, l'azote, le phosphore en sont des principaux. Et ces éléments se retrouvent certains plus dans l'atmosphère, certains plus dans les sols et dans l'eau qui percole à travers ces sols et qui est acheminée vers les lacs. Et, et et parfois, ces éléments-là se transforment dans le lac et redeviennent des gaz, dans certains cas, qui sont relibérés vers l'atmosphère et tout ça. Ces transformations-là, c'est ce qu'on appelle les grands cycles biogéochimiques. Alors, si on prend par exemple l'azote, ben, l'azote, il y en a beaucoup dans l'atmosphère, il y en a aussi un peu dans les eaux de ruissellement. Euh, c'est un constituant principal de l'air qu'on respire. Certaines algues euh, sont capables d'utiliser cet azote atmosphérique pour le transformer en de l'azote ammoniacal, qu'on va dire, qui va être servir de nutriment. Un autre exemple, c'est le carbone, qui suit aussi un grand cycle biogéochimique. Le carbone, comme l'azote d'ailleurs, a des composantes qui sont dissoutes sous forme ionique, si on veut, mais aussi sous forme de gaz. Il y a les deux pour le carbone. Le carbone vient en grande partie du bassin versant, des terres environnantes, mais il vient aussi de l'atmosphère sous forme de gaz carbonique qui est dissous dans l'eau, qui va être utilisé pour faire de la photosynthèse, donc de la matière organique. Et une partie de ce carbone va être rejetée par la respiration des animaux, soit sous forme de CO2, mais ça peut être aussi sous forme de matière organique qui va se déposer dans le fond des lacs, et aussi parfois sous une autre forme gazeuse qui est le méthane. Et finalement, peut-être un des grands cycles biogéochimiques qui est très important pour les lacs, c'est le phosphore, qui se dissout dans l'eau sous forme surtout de phosphate, mais aussi phosphore organique, et qui est très, très important pour réguler, si on veut, l'intensité de la vie qui existe dans un lac. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les lacs, c'est un immense réacteur chimique euh, qui a un équilibre qui est parfois précaire et qui bouge beaucoup. C'est très dynamique.
D'accord, oui, donc c'est beaucoup plus là qu'une étendue d'eau dans un trou, comme on le disait tout à l'heure. On va encore une fois changer Absolument. hein, pour mettre le chapeau d'un hydrologue. Pour ce spécialiste de l'eau, les lacs, c'est comme des nœuds dans un réseau où tout est connecté au sein de ce qu'on appelle un bassin versant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un bassin versant? Alors, un bassin versant, c'est simplement tout le territoire en amont d'un point donné qui est drainé jusqu'à ce point-là. Donc, pour un lac, si on se met à l'exutoire du lac, son bassin versant, c'est toute la partie en amont qui, lorsqu'une une goutte de pluie tombe sur la terre environnante, va éventuellement trouver son chemin vers le lac, soit à travers, soit directement sur le lac ou à travers le sol, les ruisseaux, les plus grandes rivières et qui va être typiquement acheminé. Évidemment, il y a une partie de ça qui va être évaporée en transit, en chemin, mais ce qui se rend sur un lac provient de ce grand territoire-là. Donc, la géographie du paysage, les crêtes, les crues dessinent les lignes de partage des eaux entre les différents bassins versants. Et tout ce qui se passe dans un bassin versant peut influencer les lacs et les cours d'eau et tout ce qui y vit. Au D'accord. Québec, il y a une centaine de bassins versants de plus de 4000 km². Là, on les voit en bas à droite, avec chacun plusieurs lacs et rivières. Mais ce n'est que depuis l'année 2000 environ que la loi impose la gestion de l'eau de manière intégrée à l'échelle du bassin versant et non pas délimitée par des frontières municipales ou autres. Alors, parce que justement, tout ce qui se passe dans le bassin versant peut avoir une conséquence sur les lacs. D'accord, oui, effectivement, il y a Et au Québec, on a maintenant une quarantaine d'organismes de bassins versants qui doivent se débrouiller pour que tous les acteurs présents sur le territoire s'entendent, si on veut, qui est un défi. tout à fait, oui. En passant d'ailleurs, est-ce qu'on sait combien il y a de lacs au Québec? C'est moi une question qu'on se pose. Tout dépend de ce qu'on définit un lac comme étant un lac. Mais chose certaine, c'est qu'on est extrêmement privilégié au Québec. Le Québec est l'endroit sur la planète où on a la plus grande densité de lacs, ce qui est quand même incroyable. Environ 8 de notre territoire est couvert d'eau douce et en termes de volume, c'est environ 3 de la planète. Euh, mais ce 8 %-là, c'est une moyenne générale pour tout le Québec. Là, ça change beaucoup. C'est beaucoup plus élevé au nord et beaucoup moins élevé au sud. Et comme je disais, ça dépend de comment on définit les lacs. Alors, si on compte tous les nids de poules qu'il y a dans les rues de Montréal ou des autres villes, là, on va avoir vraiment beaucoup de lacs au Québec. Donc, ça dépend aussi du seuil minimum qu'on considère, du seuil de taille, je dirais, qu'on considère un lac. On compte environ 700 000 lacs qui sont au moins 1 hectare en surface et près de 90 000 lacs qui font plus de 25 hectares. Mais si on rajoutait les plus petits lacs, disons un dixième d'un hectare, là, on serait dans les 1, 2 ou 3 millions de lacs. D'accord. Et évidemment, il y a des très grands lacs comme le lac Mistassini qui est grand comme à peu près 4 à 5 fois l'île de Montréal. Donc on est vraiment chanceux en fait d'avoir autant de lacs, hein, parce que si on met maintenant notre chapeau de gestionnaire, on peut voir aussi les lacs comme des ressources qui sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous rendent de nombreux services. Alors Yves, à quoi ça sert un lac? Il y a de multiples usages qu'on fait des lacs, parfois des usages récréatifs. On aime bien, au Québec, c'est une tradition quasiment de passer des week-ends près des lacs. On y va pour la nature, pour se rapprocher de la nature. Il y a un côté esthétique qui est fabuleux des lacs, mais évidemment, ça a d'importants usages comme une source d'eau potable. Il y a la navigation commerciale, de plaisance, évidemment les activités comme la pêche et aussi des activités récréatives comme la baignade, etc. Mais c'est aussi une réserve de biodiversité et il y a plusieurs fonctions qu'on peut attribuer au lac. Malheureusement, tous nos lacs sont pas en bonne santé, hein, et un grand nombre de lacs subissent aussi les conséquences des activités humaines. Yves, vous avez vraiment le chapeau parfait pour nous en parler puisque vous êtes limnologiste. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un limnologiste?
D'ailleurs, c'est un mot qu'à peu près personne ne connaît, malheureusement. Effectivement. Euh, c'est un mot dont la racine est grecque, limné qui veut dire lac, et logos qui veut dire science. Donc, c'est la science des lacs. C'est un mot qui avait été proposé par François-Alphonse Forel, donc on voit la photo en haut à droite, là, qui était un médecin et naturaliste suisse qui a étudié le lac Léman, le grand lac de Genève, sous tous ses aspects géologiques, biologiques, chimiques, physiques. Et c'est dans ce sens qu'il a proposé le terme limnologie dans la préface d'un de ses livres sur le lac Léman, justement. Et c'est donc une vision qui englobe toutes ces spécialités dont on a parlé tantôt. Et pour moi, personnellement, c'est ça qui fait, qui rend la limnologie si attirante, c'est à la jonction de ces disciplines-là, de la chimie, de la biologie, de la physique, de la géologie. Pour être limnologiste, il faut s'intéresser à toutes ces disciplines-là. La limnologie, c'est rien d'autre que l'océanographie des lacs, si on veut. Et avec le temps, on a élargi ça un peu. On inclut dans la limnologie les marais, les milieux humides et même les rivières ou la partie comme d'eau douce du fleuve Saint-Laurent. D'accord. Donc vous êtes un peu en fait comme des commandants cousteaux hein, de l'eau douce, on pourrait dire ça comme ça là, qui est capable de porter les différents chapeaux dont on a parlé précédemment. Au Québec, on fait partie vraiment vous faites partie des champions de la recherche hein, en limnologie. Vous êtes d'ailleurs toute une équipe à travailler, à être réunie au sein du groupe de recherche interuniversitaire en limnologie. Donc pouvez-vous nous en parler un peu? Vous en avez été le directeur de 2000 à 2008. Exact. Le GRIL est un regroupement de chercheurs du Québec qui s'intéresse aux lacs et tous les autres écosystèmes d'eau douce. Et il avait été fondé au départ simplement parce que il y avait dans plusieurs de nos institutions euh, euh, plusieurs chercheurs. On a une concentration, si on veut, de limnologistes au Québec qui est assez unique dans le monde. Et on a décidé de se réunir, de travailler ensemble. Et aujourd'hui, le GRIL réunit 57 professeurs et leurs équipes de recherche qui sont répartis dans une dizaine d'institutions universitaires. Et on a plus de 175 étudiants-chercheurs à la maîtrise, au doctorat et des post-doctorants aussi. Et le GRIL existe depuis 32 ans et financé par le Fonds de recherche du Québec, un organisme du gouvernement du Québec. Nous menons des recherches sur deux grands axes. D'une part, on essaie de comprendre exactement comment fonctionnent les lacs et les autres écosystèmes aquatiques, les rivières inclus. Et comme vous avez vu, c'est pas nécessairement simple. Et d'autre part, on essaie de comprendre les multiples menaces qui planent sur ces écosystèmes à cause des activités humaines. Pour cela, nous menons des études parfois en laboratoire, parfois sur le terrain. À l'écran, en bas à gauche, vous pouvez voir le Lampsilis, qui est un navire de recherche qui avait été pensé par nos collègues de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui nous permet de naviguer dans le fleuve Saint-Laurent dans sa portion d'eau douce. Mais on ne travaille pas non plus en vase clos. Nos recherches impliquent beaucoup de chercheurs et d'acteurs, en fait, sur le territoire, comme des OBNL, les ministères, les villes, et même on a une présence à l'international dans certains groupes de travail, par exemple du GIEC. Donc, le grill, ça a beaucoup de tentacules, si on De veut, un peu partout. ramifications, oui, d'accord. Ouais. On va rentrer maintenant un petit peu dans les différentes menaces qui pèsent sur les lacs. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important à ce stade-ci d'en réaliser, hein, de le réaliser. Hein. Les lacs ne sont pas isolés de tout ce qu'il y a autour, de toutes nos activités autour. Hein. Absolument pas. En fait, c'est tout à fait le contraire. Les lacs sont essentiellement le reflet de ce qu'ils reçoivent. Qu'on parle de nutriments, de carbone ou d'autres polluants, plus ils en reçoivent, plus les concentrations seront élevées dans le en question. Et ce qu'ils reçoivent dépend très souvent des activités humaines qui se déroulent dans les bassins versants. Et c'est très important de regarder le bassin versant parce que les activités humaines qui s'y déroulent, en fait, vont avoir une incidence sur la qualité de l'eau parce qu'ils vont déterminer les
des apports en éléments nutritifs, soit le phosphore, le carbone ou les polluants, etc. Donc, c'est très important là, de ne pas concevoir les lacs en isolation, mais plutôt faisant partie des bassins versants. Une des menaces dont on entend souvent parler sur les lacs, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Est-ce que ça peut être un phénomène naturel? C'est quoi exactement l'eutrophisation? Alors, l'eutrophisation, c'est essentiellement l'expression d'un excès d'éléments nutritifs. Personnellement, je n'aime pas trop concevoir l'eutrophisation comme un phénomène naturel. Oui, c'est certain que les lacs accumulent au fil des ans des sédiments dans le fond des lacs, hein, à raison peut-être d'un demi-millimètre par année. Et donc, à terme de milliers, de dizaines de milliers d'années, tous les lacs vont finir par se combler. Mais ils ne deviendront pas nécessairement plus riches en éléments nutritifs. Un exemple de ça, par exemple, un lac très célèbre en Afrique, le lac Tanganyika, a plus de 25 millions d'années d'existence et est encore très pauvre en éléments nutritifs. Ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est ni plus ni moins la fertilisation excessive des lacs par des apports supplémentaires d'éléments nutritifs, en particulier du phosphore. Et en bas à droite, il y a une photo d'une expérience qui avait été faite au Canada il y a dans les années 70 où on avait justement ajouté un peu de phosphore sur un côté de lac qu'on avait séparé par un rideau en plastique. Et on voit que la partie où il y avait eu un ajout de phosphore est devenue très vert à cause de la croissance, de la surfertilisation de ce côté-là du lac. Et ça a été une expérience déterminante justement pour valider quelle était la source de cette eutrophisation. D'accord. Euh, mais il faut comprendre que le phosphore est essentiel à toutes les formes de vie, mais il y en a très, très peu dans les lacs. Alors, dès qu'on en ajoute, il est immédiatement utilisé par les plantes, par les algues. Et pour vous donner une idée des teneurs naturelles en phosphore, on ne la mesure pas en partie par million, mais bien en partie par milliard. Alors, si on imaginait que le phosphore était une poudre blanche comme du sucre, ben, ce qu'on trouve dans un lac, c'est l'équivalent de mettre 2 cuillères à thé de phosphore dans une piscine olympique. Alors, ça vous donne une idée comment très peu il y a. Et si on ajoute 2 autres cuillères à notre piscine, on verrait tout de suite des signes clairs d'eutrophisation. La piscine deviendrait verte, si on veut. D'accord. Et un lac qui a de faibles teneurs en phosphore on l'appelle un lac oligotrophe, qui veut dire peu d'éléments nutritifs. Si on en rajoute, il devient mésotrophe. Et si on en rajoute encore plus, il devient eutrophe, voire hypereutrophe. Et en soi, euh, ça augmente l'intensité de la vie, puisqu'on le fertilise, mais ça a des conséquences euh, pas très agréables, multiples en fait. Il va y avoir une augmentation de l'abondance des algues, une diminution de la transparence de l'eau, une diminution de l'oxygène dans les couches profondes et évidemment, les poissons qui aiment l'eau claire et riche en oxygène, comme les truites par exemple, vont disparaître. Donc, on n'aimeront pas cette région qui a plus d'oxygène. Donc, les activités humaines dans le bassin versant peuvent augmenter considérablement les apports en éléments nutritifs. D'accord, oui, et on voit, si on reprend votre analogie, là, il n'y en faut pas beaucoup Non, pour déséquilibrer un exactement. lac. Donc l'eutrophisation peut vraiment compromettre plusieurs des usages d'un lac dont on parlait tout à l'heure, par exemple la pêche ou l'approvisionnement même en eau potable. Et l'excès de phosphore, comme vous le disiez, peut aussi faire proliférer les fameuses cyanobactéries qu'on appelle des algues bleu-vert. Alors, vous étiez Oui. justement, Yves, directeur du GRIL au moment où on a commencé à entendre ce mot-là surgir pas mal dans l'actualité. Donc, pouvez-vous nous présenter ce que c'est, nous rappeler ce que c'est ces fameuses algues bleu-vert ou cyanobactéries? Oui, bien sûr. Puis peut-être raconter une toute petite anecdote. C'est à cet été, j'avais aussi organisé un des plus grands congrès de l'immunologie internationale qui était à Montréal juste à l'été 2007. Et à la blague, on m'avait accusé d'avoir
ensemencer des cyanobactéries juste pour mousser le congrès qui se déroulait à Montréal. Mais, mais blague à part, les cyanobactéries, qu'on appelle aussi les algues bleu vert, sont des bactéries, mais qui ont certaines caractéristiques qui sont propres aux algues, dont la capacité de faire de la photosynthèse. Alors, elles existent là depuis des milliards d'années sur la planète, à toutes sortes d'endroits, les plus exotiques, on pourrait dire. Puis il y en existe plus de 3500 espèces. Donc, elles ont vraiment un comportement fascinant, certaines en tout cas. Certaines contiennent des petites bulles d'air ou des vacuoles qui leur permettent de réguler, si on veut, leur positionnement dans l'eau. Lorsque elles sont à la surface de l'eau, elles croissent en tirant l'énergie de la lumière, mais aussi en fixant l'azote de l'air. Alors, c'est un des groupes qui ont des cellules spécialisées qui permettent d'utiliser l'azote atmosphérique dissous dans l'eau. Et aussi, quand il y a trop de phosphore, les cyanobactéries ont tendance à dominer l'ensemble des espèces d'algues ou des organismes phytoplanctoniques. Puis en plus, les algues bleu-vert, certaines d'entre elles produisent des toxines. Alors, quand elles prolifèrent au point de s'agglutiner à la surface pour faire ce qu'on appelle une fleur d'eau, la concentration en toxines peut devenir assez élevée pour que l'eau devienne même impropre à la consommation ou à la baignade. D'accord, ouais. À l'origine, donc, aussi bien de l'eutrophisation que des fleurs d'eau, il y a des éléments nutritifs en excès comme le phosphore dont vous avez parlé. D'où est-ce qu'ils proviennent ces éléments? Plusieurs phénomènes naturels alimentent les lacs, autant en phosphore qu'en azote, mais ce sont absolument les apports dus aux activités humaines qui causent cette fertilisation excessive. Alors, les principales sources sont bien connues. Il y a les fertilisants utilisés sur les terres agricoles ou sur les pelouses, qui, s'ils ne sont pas entièrement utilisés par les plantes qu'ils servent à faire pousser, ben, ça va ruisseler jusqu'au lac. Si vous achetez de l'engrais, vous voyez souvent l'indice NPK, qui sont 3 chiffres qu'on voit sur la boîte d'engrais. Et ça représente justement les concentrations en azote, en potassium et en phosphore. Donc, les nutriments en excès viennent aussi des eaux rejetées, soit par des stations d'épuration municipales ou industrielles, ou par une certaine mesure par des installations septiques qui ne sont pas conçues et très efficaces pour éliminer le phosphore et l'azote qui sont présents dans les eaux usées. Les lessives aussi contiennent beaucoup de phosphate, beaucoup moins qu'il y a une vingtaine d'années, mais il en reste quand même encore un peu. Et évidemment, les bassins versant complètement à l'état naturel acheminent aussi, transportent aussi du phosphore de façon complètement naturelle, mais dès qu'on change l'utilisation des terres, soit par l'exploitation forestière ou autre chose, ça va augmenter l'érosion, si on veut, et le transport de phosphore du bassin versant vers le lac. Au Québec, en général, nos lacs sont quand même pas mal en bonne santé, mais au sud du Québec, il y a quand même aussi de nombreux lacs qui sont victimes d'eutrophisation à différents degrés. Mais l'eutrophisation est un problème qui est extrêmement répandu partout sur la planète, partout en fait où les humains sont installés. On reviendra hein, encore dans notre prochaine conférence sur les différentes menaces qui planent sur les lacs. Pour terminer, on va parler un peu de vos propres recherches. Yves, vous vous intéressez au fonctionnement des lacs, on l'a dit. Vous vous intéressez beaucoup aux interactions, hein, aux liens entre les lacs et le cycle du carbone, et donc par extension les changements climatiques. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de vos recherches? Oui, mais depuis une vingtaine d'années, mes recherches portent surtout sur différents aspects du cycle du carbone dans les lacs. Alors, tout comme les lacs sont des récepteurs d'éléments nutritifs provenant du bassin versant, comme on disait tantôt il y a quelques minutes, ils sont également récepteurs de carbone, en particulier de carbone organique. Donc, lorsque l'eau de pluie percole dans les sols, elle va transporter avec elle des composés organiques liés de la décomposition des sols, des feuilles, de la litière en général. Et c'est d'ailleurs ce lessivage de matière organique qui donne une couleur
brune jaunâtre que j'illustre à droite ici, qui est un peu comme un thé faible en termes de couleur. Et dans le fond, c'est une analogie qui tient la route dans le sens que l'eau des lacs est ni plus ni moins qu'une infusion froide de thé des forêts, les feuilles, les sols. Et une fois rendu dans le lac, cette matière organique continue à se décomposer par les milliards de bactéries dont je parlais tantôt. Et, et ça va produire du gaz carbonique, du CO2, et parfois aussi du méthane. Donc, les lacs deviennent des incubateurs et produisent une quantité considérable de gaz à effet de serre, en sont libérés vers l'atmosphère. Et de façon complètement naturelle. Donc, il ne faut pas voir les lacs comme étant de méchantes sources de gaz à effet de serre, mais les quantités sont néanmoins très étonnantes. Oui, parce que si on comparait, par exemple, à ce qu'émet une voiture, qu'est-ce que ça représente, un lac? Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, un lac de taille moyenne émet à chaque jour l'équivalent d'environ 10 trajets Montréal-Vancouver dans une voiture normale, ce à tous les jours. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre pourquoi certains lacs en émettent plus, d'autres en émettent moins, sous quelle forme c'est émis, est-ce que c'est du gaz carbonique ou plutôt du méthane? Et on travaille à évaluer comment les perturbations d'origine anthropique, comme l'eutrophisation dont on parlait, ou les changements climatiques, vont altérer ces émissions. C'est important parce que les lacs jouent un rôle sous-estimé dans le cycle global du carbone. D'accord, oui, parce on pense souvent aux océans, hein, comme grande superficie qui a une impact sur l'atmosphère, mais les lacs aussi, c'est vraiment des gros émetteurs de gaz à effet de serre, hein. Oui, en fait, les lacs et les océans jouent un rôle inverse, dans la mesure où les lacs émettent des gaz à effet de serre à l'atmosphère et les océans en absorbent. Et là, j'ai représenté ici le petit point vert et le gros point rouge, euh, juste pour montrer la différence de surface que ça représente, hein. Les océans représentent quasiment 80% de la surface de la planète. Les lacs représentent environ 2-3% de la surface terrestre. Donc, c'est Ouais. très, très différent comme surface. Mais malgré cette différence-là, ce que les lacs rejettent vers l'atmosphère, et là, ici, je vais inclure là-dedans les rivières aussi, est à peu près du même ordre de grandeur que ce que tous les océans absorbent Ah, c'est fou. à chaque année. Ouais. Donc, les lacs sont un milieu où ce sont des réacteurs extrêmement intenses. Ce qui se passe dans les lacs par unité de surface est beaucoup plus grand que ce qui se passe à la surface de l'océan. D'accord. Donc heureusement qu'on a des chercheurs comme vous, hein, qui vont aller vraiment regarder ce qui influence les émissions de gaz à effet de serre, de gaz carbonique par les lacs. C'est vraiment très très intéressant. On arrive maintenant à la fin de notre présentation. Merci beaucoup Yves pour ces explications très très éclairantes. Merci aussi à vous, cher public, de votre attention. Merci au groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et au fonds de recherche du Québec qui nous soutiennent, nous, au Centre Déclic. C'est maintenant la fin de cette vidéo, mais ne partez pas puisqu'on va tout de suite revenir en direct pour répondre à vos questions.